26 janvier 1988, Nouvelle-Québec, République d'Australie. Dans la grande salle de concert de l'Opéra Eiffel, le président Jean-François Pémouloui inaugure les festivités du bicentenaire de l'arrivée du capitaine de La Pérouse sur l'île Continent. Suite à la disparition de l'expédition Cook en 1770, l'Angleterre a été doublée par le Royaume de France dans l'exploration du Pacifique. À l'image de leur ancienne colonie canadienne, les Français y installent rapidement des comptoirs commerciaux, multipliant les échanges pacifiques avec les tribus aborigènes. Durant les siècles suivants, la petite colonie française d'Australie est devenue une grande nation indépendante, dirigée par un président d'origine franco-aborigène. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 1770, un petit grain de sable décide du sort de l'expédition du capitaine Cook. L'Australie sera britannique. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon quand l'histoire bascule, Cook à la poursuite des terres australes. Novembre 1520. L'explorateur Fernand de Magellan ouvre le passage du sud-ouest et découvre l'océan Pacifique. 11 juin 1770, échoué sur la grande barrière de corail, le navire de James Cook est sur le point de sombrer corps et biens. 26 janvier 1788, 11 navires accostent à Botany Bay et installent la toute première colonie pénitentiaire anglaise en Australie. Ces trois événements intimement liés sont des étapes clés des différentes expéditions que vont mener les Européens pour explorer l'océan Pacifique. Novembre 1520, quelque part dans l'hémisphère sud. Parti d'Espagne depuis 1 an, l'audacieuse flotte ne compte plus que 3 navires. Après avoir affronté tempêtes, mutineries et maladies, rongés par la crainte d'atteindre le bout du monde que certains croient encore plat, les équipages sont condamnés à faire confiance à leur capitaine, Fernando de Magallanes Magellan. Au service de la couronne d'Espagne, ce Portugais est persuadé qu'il peut découvrir la route de l'Ouest, un hypothétique passage au sud du continent américain qui permettrait d'atteindre l'Asie sans avoir à contourner l'Afrique. Le 28 novembre 1520, ce détroit, qui portera un jour son nom, lui offre un vaste océan, en apparence calme, qu'il baptise Océan Pacifique. Le XVIe siècle est une période extraordinaire pour l'Europe. Le voyage de Christophe Colomb a tout changé. La découverte d'un nouveau continent immense a ouvert de formidables perspectives. S'élançant dans le sillage de Magellan, des explorateurs intrépides bravent tous les dangers pour repousser les limites du monde connu. On découvre pour prendre possession des terres et fonder de nouvelles colonies. Dans la première moitié du XVIe siècle, les Espagnols conquièrent l'essentiel de la façade pacifique de l'Amérique du Sud. De leur côté, les Portugais ont ouvert une nouvelle route des épices qui contourne l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. L'Asie est à portée de navires. De lourds et puissants galions hispaniques sillonnent les eaux du Nouveau Monde, les cales pleines de richesses à destination de l'Europe. Au début du XVIIe siècle, l'expansion hollandaise bouscule les Portugais et les remplace progressivement. Le petit pays aux grandes ambitions lance ses capitaines à l'assaut de l'inconnu. En 1642, l'un d'eux, Abel Tasman, découvre une île qui prendra plus tard son nom, la Tasmanie. Il longe les rivages de la Nouvelle-Zélande, puis cartographie la côte nord de l'Australie que l'on nomme Nouvelle-Hollande. Mais ces expéditions restent extrêmement dangereuses. Les navires résistent mal au long voyage, les instruments de navigation et d'observation sont rudimentaires, les conditions sanitaires sont catastrophiques et déciment les équipages. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici,
nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, embarquons à bord d'un navire du XVIIe siècle. Les manœuvres exigent un équipage nombreux. Tous ces hommes, confinés dans un espace réduit, partagent leur quotidien, leurs couchettes et leurs microbes. Les épidémies sont monnaie courante et sont bien plus redoutées que les attaques de pirates. Durant les longues traversées, l'eau croupie et les biscuits secs sont la norme. L'absence de moyens de conservation des aliments frais provoque chez les marins de graves carences et des maladies. La plus répandue d'entre elles, le scorbut, est due à une carence de vitamine C et peut entraîner la mort. Le meilleur remède consiste à embarquer des citrons ou faire de nombreuses escales pour se réapprovisionner en produits frais. Lors des longues traversées, nombre de capitaines essaient de trouver un remède miracle. Mais sans réfrigérateur à bord, conserver son équipage en bonne santé et en état de manœuvrer reste un véritable défi et une question de survie. Le XVIIe siècle était un siècle conquérant et mercantile. Une véritable culture du secret prédominait. Jusqu'alors, chaque capitaine gardait jalousement pour lui ses découvertes comme autant de cartes au trésor, de peur que d'autres ne s'enrichissent à sa place. Mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les choses évoluent. Un vent nouveau souffle sur l'Europe. Partout, on voit fleurir sociétés savantes et observatoires astronomiques. L'Europe a soif de connaissances. Pour les États, la grandeur ne passe plus seulement par la puissance militaire ou économique, mais aussi par la gloire scientifique. Et la rivalité entre États est rude, particulièrement entre le Royaume de France et d'Angleterre, souvent en guerre l'un contre l'autre. En 1763, la France sort perdante de la guerre de 7 ans. À l'issue du conflit, elle se voit obligée de céder un grand nombre de ses possessions outre-mer. Sa rivalité avec son ennemi juré la pousse à chercher de nouveaux débouchés économiques. Louis XV commandit alors une ambitieuse expédition. Sous couvert d'une mission diplomatique, Louis-Antoine de Bougainville reçoit l'honneur de faire voile vers l'Asie pour développer le commerce et découvrir de nouvelles terres. Mais pas seulement. Au XVIIIe siècle, le royaume de France baigne alors dans la lumière des philosophes et des encyclopédistes. Passionné par les sciences, Bougainville embarque à bord un astronome, un naturaliste et un cartographe. Ils mèneront des observations et établiront des relevés pour la gloire de la science et du royaume de France. À bord, entre les scientifiques, toujours prompts à descendre à terre pour mener leurs observations, et les marins qui privilégient la sécurité et la rapidité, la cohabitation n'est pas facile. Le 2 avril 1768, l'expédition arrive en vue d'une terre haute et escarpée, constituée de 2 montagnes reliées entre elles par un isthme étroit, Tahiti. Le capitaine a toutes les peines du monde à tenir ses hommes, subjugués par la beauté des Tahitiennes et par la vie idyllique sur l'île. Le récit de l'arrivée que fait Bougainville dans son journal de bord frappe les esprits. Il parle de paradis sur terre, de jardin d'Éden. Pourtant, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. L'Océanie compte nombre de sociétés extraordinairement plus riches et diverses. Mélanésiens et Micronésiens à l'ouest, Polynésiens à l'est et Aborigènes en Australie. Le peuplement de cet immense espace qui occupe un tiers de la surface du globe s'est fait très progressivement, millénaire après millénaire, depuis l'Asie. À bord d'embarcations comme la pirogue à balancier, ces formidables navigateurs ont colonisé des îles et atolls parfois distants de milliers de kilomètres, et ceci bien avant les Européens. Par bonds successifs, ces populations ont essaimé leur culture sur presque toutes les îles de l'océan. Isolés les uns des autres, chaque groupe a ensuite évolué indépendamment, créant une culture propre à chaque île.
une poussière d'îles dispersée dans le plus grand océan de la planète. Connaître sa position. Pour pouvoir se repérer sur le globe, les cartographes ont tracé un quadrillage à sa surface. Les lignes verticales sont appelées les méridiens, les horizontales, parallèles. On appelle latitude n'importe quel point situé sur un méridien et longitude une position sur un parallèle. Une valeur de longitude associée à une latitude donne un point précis et unique à la surface de la Terre. C'est ce que l'on appelle les coordonnées. S'il suffit d'observer le Soleil ou les étoiles pour déterminer précisément une latitude, mesurer la longitude est une autre histoire. Il faut d'abord déterminer un méridien de référence. Ensuite, deux techniques s'affrontent. La méthode astronomique, utilisée avec succès lors du voyage de Bougainville, et une seconde qui nécessite la mise au point d'un chronomètre d'une grande précision et fiable en toutes circonstances. C'est cette dernière méthode qui sera utilisée par James Cook pour son deuxième voyage. Aujourd'hui, toutes ces techniques ont été remplacées par l'utilisation des satellites, notamment avec le système GPS. 18e siècle. La Grande-Bretagne domine presque toutes les mers du globe. En effet, ces officiers de marine, promus au mérite sans restriction de niveau social, sont d'excellents marins. James Cook est l'un d'eux. D'abord engagé comme mousse sur un navire marchand, il s'engage dans la Royal Navy en 1755 et gravit méthodiquement les échelons. Après 2 années de service, il devient maître pilote, puis participe en juin 1759 à l'expédition menée contre la ville de Québec. Doté d'un talent tout à fait extraordinaire pour la cartographie, il permet à la flotte britannique de remonter le fleuve Saint-Laurent en sécurité. À la fin de la guerre, remarqué par la Royal Society, il est alors choisi pour prendre la tête d'une expédition d'un genre nouveau. Partir à l'autre bout du monde pour observer le passage de Vénus devant le Soleil, événement qui ne se produit qu'une fois par siècle. Le roi donne son autorisation, à condition que l'explorateur en profite pour trouver et prendre possession du mythique continent austral. Cette terre hypothétique, dont on pressent l'existence au sud du Pacifique, alimente tous les fantasmes. Une sorte de nouveau monde. Affrété pour l'occasion, le HMS Endeavour, un robuste navire marchand à faible tirant d'eau, est réaménagé pour accueillir des passagers supplémentaires. Une équipe scientifique, dont le célèbre Joseph Banks, avec tout leur matériel. Cook examine personnellement tous les détails. Il fait même embarquer son arme secrète contre le scorbut, 3 tonnes de choucroute et du jus de citron. Le 26 août 1768, l'Endeavour met voile sur le Cap Horn. Le 13 avril 1769, il accoste à Tahiti. Cook y fait installer un petit observatoire pour étudier l'éclipse de Vénus. Cette première mission achevée, il lève l'ancre pour la seconde partie de son voyage, la recherche du continent austral. Mais le mythique continent austral se dérobe sous l'étrave de l'Endeavour. Poursuivant son périple, Cook arrive en Nouvelle-Zélande, dont il cartographie les côtes avec précision, puis, le 31 mars 1770, met le cap à l'ouest vers l'actuelle Tasmanie. Des vents contraires le poussent alors vers une terre inconnue. L'explorateur vient de tomber accidentellement sur la côte sud-est de l'Australie. Le 29 avril, l'équipage met pied à terre. Ce fjord sera plus tard baptisé Botany Bay, en raison des innombrables espèces végétales découvertes par les botanistes de l'expédition. Cook reprend sa route, longeant la côte vers le nord, en cartographiant méticuleusement chaque falaise, chaque baie. Mais, sans le savoir, Cook se dirige dans un piège mortel. Aucune carte ne signale encore précisément la grande barrière de corail. Et le 11 juin, l'équipage est tétanisé par un sinistre craquement. L'Endeavour vient de s'échouer. En catastrophe, on déleste le navire,
On se bat contre l'eau qui monte dans la cale. Le navire est sur le point de sombrer et avec lui, tout son équipage. Durant une journée entière, les hommes se battront pour libérer leur navire du piège corallien. Tous se relaient au pont, maintenant à bout de bras, l'Endeavour à flot. L'un d'eux a soudain une idée ingénieuse. Tendre une voile sous la coque pour colmater temporairement la voie d'eau. Après une semaine au bord de l'abîme, le vaisseau blessé atteint péniblement la terre ferme. L'équipage est au bord de l'épuisement. Mais l'expédition est sauvée. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. James Cook et son équipage viennent d'échapper à un naufrage qui leur aurait très certainement été fatal. Si l'expédition avait été perdue, l'Angleterre n'aurait pas découvert et encore moins pris possession de l'Australie. Quelques années plus tard, l'expédition du Français Lapérouse aurait été la première à dresser une carte de l'île-continent et à y fonder une colonie. Portés par les idées des Lumières, les premiers colons français auraient alors pu créer des comptoirs commerciaux et échanger pacifiquement avec les tribus aborigènes, exactement comme ils l'ont fait au Canada. Les aborigènes, considérés comme les habitants légitimes de l'Australie, auraient peut-être connu moins d'oppression et conservé leurs terres ancestrales. Aujourd'hui, l'Australie serait alors un grand pays cosmopolite et francophone. 13 juillet 1771, Angleterre. L'expédition est de retour. Après avoir effectué des réparations de fortune, l'équipage a pu repartir d'Australie et rentrer à bon port, après un périple de 3 ans. L'Endeavour ramène avec lui plus de 1000 espèces de plantes, des centaines d'insectes et animaux empaillés, des échantillons minéralogiques et des milliers de dessins d'observation. Cook est lui-même l'auteur de cartes marines d'une précision qui étonne encore aujourd'hui. Un indéniable succès. La Royal Society le charge rapidement de repartir dans l'hémisphère sud pour une nouvelle expédition. Le but est toujours le même, la découverte du continent austral. Début décembre 1772, l'expédition fait voile à l'aveugle dans un brouillard épais sur un océan de glace. Le 17 janvier 1773, l'expédition franchit le cercle polaire. Un an plus tard, Cook atteint 71 degrés 10 secondes, un record absolu. Mais un mur de glace le contraint à rebrousser chemin. Après avoir parcouru 60 000 milles nautiques, soit 3 fois la circonférence de la Terre, l'explorateur rentre en Angleterre. Il vient de prouver que le continent austral n'existe pas. Mais l'amirauté ne compte pas s'arrêter là. En 1776, à presque 50 ans, Cook prend la tête d'une 3e expédition pour, cette fois-ci, trouver le passage du Nord-Ouest entre Atlantique et Pacifique, au-delà du détroit de Bering. Mais les seules cartes disponibles se révèlent totalement fausses. L'expédition cernée par les glaces doit rebrousser chemin en août 1778 et met le cap au sud, sur Hawaï. Son arrivée coïncide avec la saison consacrée au dieu de la paix, Lono. Les prêtres hawaïens accueillent le capitaine comme un dieu. Le 4 février 1779, le navire lève l'ancre. Mais peu de temps après, le mât de misaine se brise. Cook est contraint de revenir sur ses pas. Mais à Hawaï, le contexte a changé. La saison est maintenant celle du dieu de la guerre Ku, et pour les Hawaïens, le retour de Cook perturbe l'ordre cosmique. Rapidement, la situation se dégrade. Plusieurs conflits éclatent entre Anglais et Hawaïens. Lors d'un raid punitif, Cook et 10 de ses hommes se retrouvent encerclés par une multitude de guerriers en colère. Le capitaine évalue mal la situation. Il tire le premier. Submergé et frappé à la tête, il s'effondre sur la plage.
Depuis le navire, ces hommes assistent, impuissants, à une terrible scène. Les guerriers hawaïens massacrent leur capitaine. James Cook, capitaine de la couronne britannique, vient de tomber au champ d'honneur des explorateurs. L'étoffe des héros. Le capitaine James Cook, comme tant d'autres, vient de rentrer au panthéon des explorateurs. Quelques siècles plus tard, en son honneur, la NASA baptisera 2 de ses navettes spatiales, Endeavour et Discovery, en hommage au navire de Cook. Le symbole est fort. Les astronautes se posent en explorateurs des temps modernes et s'inscrivent dans la lignée de Cook et de Bougainville. Mais si les frontières ne sont plus les mêmes, les risques, eux, sont toujours là. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger explose au décollage, emportant ses 7 membres d'équipage. En 2003, Columbia se désintègre lors de son entrée dans l'atmosphère. Partir à la découverte de l'inconnu peut être extrêmement risqué. Mais c'est grâce au courage d'une poignée d'explorateurs intrépides que l'on connaît aussi bien notre planète aujourd'hui et que l'on connaîtra le système solaire demain. Son héritage est monumental. Son apport à l'inventaire du monde inestimable. L'explorateur cartographe a consacré 12 années de sa vie à l'océan Pacifique. Il n'a pas vu naître bon nombre de ses enfants qui ont grandi sans voir leur père. Sa femme a même enterré seule 4 d'entre eux. L'esprit des Lumières a posé pour la première fois un regard nouveau sur les indigènes. Après la colonisation du continent américain, désastreuse pour les populations locales, les philosophes du XVIIIe avaient compris que chaque société est un écosystème fragile et que des choix malheureux peuvent les détruire à tout jamais. Fort heureusement, la diversité des cultures du Pacifique n'a pas disparu dans les limbes de l'histoire, comme ce fut le cas, hélas, pour la plus grande île du monde, l'Australie. En août 1770, lors de son premier voyage, Cook a pris possession de la côte est de l'île, occultant délibérément le fait que cette terre était déjà peuplée. Cette prise de possession illégitime ouvre la voie à la colonisation de l'île-continent. Le 26 janvier 1788, près de Botany Bay, une colonie pénitentiaire est fondée, peuplée de bagnards dont l'Angleterre ne veut plus chez elle. En un siècle, la Grande-Bretagne exilera 160 000 prisonniers à l'autre bout du monde. Sous les pressions conjuguées des maladies, des colons et de l'alcool, le peuple aborigène présent sur cette terre depuis la nuit des temps verra sa population décliner dramatiquement. Aujourd'hui, les aborigènes ne représentent plus que 3% de la population australienne. Mais ceci est une autre histoire. Repousser les frontières. Au XVIIIe siècle, l'humanité s'est lancée dans l'exploration scientifique de notre monde. L'enjeu était d'en connaître les contours, mais aussi de dresser une liste du vivant, du plus petit champignon au grand mammifère. Au cours des voyages, une formidable quantité de données a été rassemblée et consignée dans des encyclopédies et des musées. Ce travail de fourmi, colossal, a contribué à repousser les frontières de l'ignorance. Aujourd'hui, que nous reste-t-il à découvrir ? Reste-t-il des frontières à repousser ? D'un point de vue géographie terrestre, pas vraiment. Mais qu'en est-il de l'espace ? De l'infiniment grand comme du nanomonde ? Que connaît-on vraiment des trous noirs et du fonctionnement de notre cerveau ? À l'heure où la première carte du génome humain vient tout juste d'être publiée, devant les progrès astronomiques de l'intelligence artificielle et les projets de colonisation de Mars, il semblerait bien que nous ne soyons qu'à l'aube d'une nouvelle grande vague d'exploration.
Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.